étant donné toutes les critiques qui ont été émises ces dernières semaines contre la CEI, je ne dirais même pas ces dernières semaines, depuis plusieurs mois contre la CEI, il était tout à fait prévisible qu'à un moment ou un autre, les partis politiques décident de claquer la porte si les choses ne changeaient pas. Et est-ce que vous comptez leur emboîter le pas? Mais je crois que nous allons prendre la décision mercredi prochain. Voilà. Parce que vous avez un vice-président au sein de la CEI. Oui, bien sûr. Nous avons désigné une personnalité qui siège au sein de la CEI depuis plusieurs années. Très bien. Votre parti a récemment aussi audité la liste électorale, un grand travail à souligner. Quels sont les grands enseignements que vous avez pu tirer? L'enseignement principal, c'est que ce n'est véritablement pas une liste électorale qui peut nous conduire à des élections crédibles. C'est véritablement un document qui a été fabriqué de toutes pièces par le service informatique de la CEI, qui, je le rappelle, est dirigé par le représentant du chef de l'État au sein de la CEI. C'est lui qui, en fait, dirige la commission chargée de la liste électorale. Et lorsqu'on regarde la composition de ce document, on se rend compte que, manifestement, ce n'est pas le fruit du recensement, mais d'une manipulation avec d'abord des enregistrements qui ne respectent pas les critères fixés par la loi. Il y a 13 critères pour se faire enregistrer sur la liste électorale. Et il y a plus de 70% des inscrits qui ne respectent pas ces 13 critères-là. Ensuite, il y a des mouvements d'électeurs incompréhensibles, des électeurs qui quittent certaines circonscriptions pour se retrouver dans d'autres. Or, un système informatique, c'est véritablement ce qu'on lui demande de faire qu'il fait. Donc, si des électeurs se retrouvent de Marcory à Djamé, ça veut dire qu'on a donné des ordres au système de muter tous ces électeurs-là, de faire tous ces mouvements de transhumance, parce que le pouvoir espère à la fois gagner la présidentielle, mais les élections législatives. Et donc là où ils sont en situation de faiblesse, ils essaient de limiter l'influence de leurs adversaires en faisant des mouvements de population dans les zones où ces adversaires-là sont bien positionnés. On fait des transferts de population de manière à réduire l'influence des partis politiques de l'opposition. Et donc il y a tout cela qui montre bien que c'est un document fabriqué de toutes pièces par les services informatiques qui ne respectent donc pas la réalité du terrain. Et donc, avec un tel document, on ne peut pas aller à des élections. C'est pour ça que vous appelez à une RLE, encore une révision de la liste électorale. Est-ce que vous espérez vraiment que cela se fasse parce que le président de la CEI reste ferme, droit dans ses bottes? Oui, mais le président de la CEI, ce n'est pas lui qui participe aux élections. Il est commis pour organiser des élections transparentes. S'il adopte une telle attitude, cela signifie véritablement qu'il n'est pas au service d'élections justes et transparentes, mais qu'il est en mission. Il dit qu'il n'a pas le temps pour le faire. Oui, mais enfin, comment il n'a pas le temps pour le faire? Il doit avoir le temps pour le faire, puisqu'il est là pour le faire. Et s'il n'a pas le temps, c'est qu'il est incompétent, il doit dégager. Et la liste qu'ils ont produite montre bien que la CEI est totalement discréditée. Non seulement elle était accusée de partialité, mais elle vient de démontrer qu'elle est incompétente. Parce que véritablement, cette liste électorale est un scandale. On ne peut pas, même au plan administratif, on ne peut pas maintenir une équipe qui produit un tel résultat. Ils ont montré qu'ils sont incompétents et qu'ils ne méritent pas de diriger la commission électorale indépendante. Et donc il faut qu'ils dégagent. Et je ne comprends pas comment ils peuvent s'entêter à rester, alors qu'ils ont fait la preuve véritablement que, ne serait-ce qu'au plan administratif, ils sont totalement incompétents. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une chance pour eux. Du gouvernement, on vous accuse de ne pas respecter les institutions en claquant la porte à chaque fois, en pointant du doigt indéfiniment la CEI. Mais si les institutions sont crédibles, pourquoi on les désavouerait? Pourquoi on ne travaillerait pas si nous nous rendons compte que ces institutions respectent les droits des uns et des autres et travaillent dans la transparence, travaillent dans l'impartialité? C'est ce que nous souhaitons. Ni plus ni moins. Nous ne voulons pas d'une CEI au service de l'opposition, mais nous ne voulons pas non plus d'une CEI au service du parti au pouvoir. Et donc voilà le problème qui se pose en Côte d'Ivoire comme dans beaucoup de pays africains, où ces institutions qui sont chargées à arbitrer les élections se mettent au service du parti au pouvoir et sont à la source de tous les problèmes que nous connaissons. Alors certains pensent que
l'opposition devrait se laisser faire, l'opposition devrait accepter la fraude, devrait accepter d'être manipulée, devrait accepter d'accompagner le parti au pouvoir. Non. Nous sommes au service de la démocratie, nous voulons construire des États modernes, démocratiques, des institutions fortes, légitimes. Donc notre première bataille, c'est que véritablement les règles démocratiques soient respectées, que les élections se déroulent dans la transparence, de manière à ce que ceux qui gagnent sont véritablement ceux qui ont été le choix du peuple de Côte d'Ivoire en particulier. Et donc c'est ce combat-là que nous menons. Et si finalement vos requêtes n'étaient pas entendues, que comptez-vous faire? Est-ce que vous envisagez une nouvelle désobéissance civile, par exemple? Ben, c'est l'avenir qui le décidera. Cela ne relève pas de ma seule compétence. C'est l'avenir qui le décidera. C'est la posture du parti au pouvoir qui décidera de la suite des événements. Vous avez décidé de rejoindre la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Oh, nous n'avons pas décidé de rejoindre. Nous avons fondé. Enfin. Voilà, nous avons fondé avec d'autres partis politiques. une plateforme parce qu'effectivement, l'union fait la force. Nous avons les mêmes préoccupations. Nous nous battons pour que les élections soient transparentes. Donc, je crois que la moindre des choses, c'est de mutualiser nos efforts pour atteindre notre objectif. Mais vos détracteurs vous accusent de vaguer de coalition en coalition, de ne pas avoir de réel but. Non, je crois qu'ils se trompent d'analyse. Nous ne vaguons pas de coalition en coalition. Nous travaillons pour la paix, pour la réconciliation, pour la démocratie. Et donc tout ce que nous faisons, c'est orienté vers cela. Lorsque nous parlons de partenariat avec le parti au pouvoir, retenez bien qu'il s'agit d'un partenariat pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Lorsque nous nous mettons ensemble avec les partis de l'opposition, comme en 2020 et comme cette année, nous nous battons pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour nous, ce ne sont pas les individualités ou les partis politiques qui sont importants, c'est l'objectif. Si nous pouvons faire la démocratie avec tel ou tel parti, nous sommes engagés. Donc, avec le parti au pouvoir, nous avons tenté une expérience, de les amener à justement éviter ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire, travaillons ensemble à régler tous les problèmes qui peuvent demain être source de conflits à l'occasion des élections. Donc, travaillons ensemble à réconcilier les Ivoiriens, à renforcer la cohésion sociale, de manière à ce qu'à l'occasion des élections, nous n'ayons plus de débat, ni sur la CEI, ni sur le code électoral. C'est ce qui est le contenu de la réconciliation nationale. Ils n'en ont pas voulu. Donc, s'ils n'en ont pas voulu, il faut que nous travaillions avec ceux qui en veulent pour que nous puissions atteindre cet objectif. En tout cas, 25 partis politiques sont réunis au sein de cette coalition, mais le gouvernement ne semble pas être inquiet. Écoutez, par exemple, les propos du porte-parole du gouvernement. Il dit, je le cite, « Dans cette coalition, si vous regardez bien, il y a un seul parti qui a à la fois des députés, des maires, des présidents de conseils régionaux. Il y en a un deuxième qui a peut-être des députés, mais tout le reste est quasiment inexistant sur la scène socio-politique. » Que répondez-vous au porte-parole du gouvernement? Je crois qu'il se trompe d'analyse. Un seul parti peut faire l'alternance. Parce que ce qui est important, c'est le message porté par ce parti et son écho dans l'opinion nationale. Si ce message est épousé par 70-80% des Ivoiriens, lui seul peut faire l'alternance. Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait 3 ou 4 partis importants, mais quel est l'idéal qui est porté, quelle est la cause qui est défendue par cette plateforme? Est-ce que cette cause a un écho dans l'opinion? Or, aujourd'hui, 80% au moins des Ivoiriens veulent le changement. 80% des Ivoiriens rejettent la politique du RHDP parce qu'elle a été véritablement désastreuse pour la Côte d'Ivoire. Aussi bien sur le plan humain, surtout sur le plan humain, 15 ans après, et avec plus de 200 000 milliards de ressources mobilisées en 15 ans, 200 000 milliards, pas 200 milliards, ni 2 000 milliards, 200 000 milliards qui ont été mobilisés au profit de ce pays, de ce régime. Quel est le résultat? C'est que l'indice de développement humain a reculé, l'espérance de vie a reculé, la pauvreté s'est étendue, la misère, les injustices, l'insécurité est généralisée, insécurité alimentaire, insécurité physique, insécurité juridique, insécurité financière. Donc, c'est tout cela, c'est pour tout cela que les Ivoiriens veulent le changement aujourd'hui. Et ce désir de changement est partagé dans toutes les régions, dans toutes les couches socio-professionnelles. Même ceux qui ont soutenu ce régime depuis et toujours
ils sont encore parmi les plus désireux du changement en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est cela qui est la réalité. Il ne faut pas regarder s'ils sont 3 ou 4 qui sont rassemblés dans cette plateforme. Mais quelle est la situation, quel est l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui? Et c'est parce qu'ils le savent qu'ils ne veulent pas d'une élection transparente. Ils savent qu'ils sont minoritaires. Ils savent que si les élections sont transparentes, ils seront battus dès le premier tour. C'est pourquoi ils s'accrochent. S'ils étaient sûrs d'avoir l'adhésion des Ivoiriens, ils ouvriraient le jeu démocratique. Ils feraient en sorte que la liste soit propre et que les élections soient transparentes. S'ils s'accrochent, s'ils se refusent le dialogue, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Et est-ce que ce défi de changement peut permettre l'émergence d'une candidature commune via cette coalition que vous avez, cette plateforme que vous avez créée? Mais il appartiendra aux partis politiques rassemblés dans cette plateforme de le décider. Alors, il leur appartient de décider et je pense que ce sont les événements aussi qui pourraient nous amener à envisager une telle éventualité. Vous n'excluez pas un tel scénario aujourd'hui? Ce n'est pas exclu. D'autant que dans tous les cas de figure, si nous sommes ensemble et qu'il y a un deuxième tour, tous les partis politiques de l'opposition seront amenés à se rassembler derrière celui qui aura été retenu pour le deuxième tour. Donc l'idée de se rassembler derrière un candidat à un moment ou à un autre, c'est une idée qui est présente dans la conscience des uns et des autres. Le PPACI n'a pas rejoint cette coalition. Est-ce que vous regrettez cette démarche? Est-ce que vous leur dites, venez, c'est ici que ça se joue? Je pense que les événements vont nous amener à cette éventualité. Même si dès le départ, nous n'avons pas été ensemble, mais les circonstances vont nous mener nécessairement à une mutualisation de nos efforts. C'est une erreur, selon vous, de leur part? Oh, c'est une réalité. Voilà, c'est la réalité politique. C'est l'histoire de ces dernières années, l'histoire politique de ces dernières années qui a amené justement à cette disposition des choses. Mais il nous appartient d'agir de manière à contourner les difficultés et à aboutir à mutualiser nos efforts, parce que c'est cela aussi la forte attente de nos compatriotes. Est-ce que vous avez rencontré le président Gbagbo ces derniers jours? Pas encore. Mais je pense qu'à travers les messages, par exemple, la délégation qu'il a... Depuis son retour, aucune rencontre officielle. Oui, mais je ne suis pas le seul qui n'a pas encore rencontré. Enfin, oui, et vous savez bien qu'en général, les bonnes choses se font toujours à la fin. Donc pour moi, ce n'est pas le plus important. Ça laisse quand même plusieurs interprétations. Oui, évidemment, mais je pense qu'il faut Pourquoi tant de protocoles pour vous rencontrer? Vous étiez son ancien Premier ministre quand même à l'époque. Il ne faut pas faire preuve d'impatience en pareille circonstance. Parce que lorsqu'on veut construire dans la durée, on prend le temps de préparer les choses et je suppose que c'est ce qui est en train de se faire. Dans tous les cas, comme vous l'avez certainement noté, nous avons été invités à la fête de la Renaissance le week-end dernier. Nous étions présents avec une forte délégation qui a été vivement saluée par les participants. Ça veut dire qu'au-delà de l'organisation, il y a un esprit qui est partagé. Très bien. Quel regard portez-vous sur le feuilleton juridico-administratif autour de la candidature de Tidiane Thiam, votre allié dans cette coalition? Mais je trouve cela dommage qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons à chaque élection un problème de nationalité, un problème de candidature. Et je pense que nous avons intérêt à faire en sorte que les processus électoraux futurs ne s'inscrivent pas dans ce contexte de tension, de suspicion, d'accusation, de tentatives de bloquer telle ou telle candidature. Tout cela constitue des défis à relever pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est pour tout cela aussi que nous nous battons. En tout cas, à gauche, à l'heure actuelle, Laurent Gbagbo, Charles Goudé ne peuvent pas compétir. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous envisagez sérieusement un scénario d'une élection sans ces deux candidats de la gauche ivoirienne? Est-ce que vous vous positionnez comme l'alternative aujourd'hui? Non, nous n'imaginons pas un scénario où nous pourrions bénéficier, je dirais, de l'élimination de certains candidats. Parce qu'ils ont le droit de participer en tant qu'Ivoiriens, de participer au jeu démocratique. Ils ont le droit de compétir. Et donc, nous nous battons pour que ceux qui doivent compétir ne soient pas injustement éliminés. Si demain, ce n'est pas le cas. Mais si demain, ce n'est pas le cas, bon, mais il nous appartiendra ensemble de voir qui a été retenu et comment nous nous positionnons autour de celui qui aura été retenu. En tout cas, il y a plusieurs candidatures à gauche. Qu'est-ce qui fait la particularité d'Afin Guessan? Pourquoi il faut porter son bulletin de vote sur votre nom aujourd'hui? Mais j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, hein, parce que je pense que l'histoire me positionne
comme celui qui peut faire, je dirais, le trait d'union entre l'ancienne génération, celle qui est en train de s'effacer, et la nouvelle génération qui aspire à gouverner la Côte d'Ivoire. Il y a aussi Simone Gbagbo, hein? Oui, bien sûr, mais chacun a ses atouts, chacun a ses limites. Personnellement, je considère que j'ai accumulé suffisamment d'expérience. Comme elle? Pas de la même façon. Moi, j'ai été maire, j'ai été président du conseil régional. Je ne voudrais pas, je dirais, dévaloriser ses atouts, mais elle a des atouts que je n'ai pas, j'ai des atouts qu'elle n'a pas. Et particulièrement en ce qui concerne la connaissance de l'État, il faut reconnaître que j'ai un peu plus d'atouts qu'elle. Pour avoir été ministre, Premier ministre, même en termes de gestion des institutions locales, les mairies, conseils régionaux, etc. Donc, elle a des réels atouts. Il faut le reconnaître. C'est une militante de premier rang, tous les Ivoiriens la connaissent, elle est connue de tous les Ivoiriens pour le combat qu'elle a mené. Mais évidemment, chacun prêchant pour sa chapelle, je dirais que j'ai des atouts pour être une personnalité qui peut faire la transition. J'ai des atouts pour avoir une posture de réconciliation, de cohésion. Or, la Côte d'Ivoire, divisée depuis 30 ans, a besoin de rassembler ses fils, de tourner la page de ces violences, de construire une nation unie, une nation fraternelle, une nation démocratique. Et je crois que les Ivoiriens me reconnaissent quand même pour avoir une position de modération. Et même ce que vous me reprochez à travers le partenariat avec le RHDP montre bien que je suis capable de faire preuve de dépassement, puisque c'est ce RHDP qui m'a arrêté en 2011, qui m'a maintenu en prison pendant 2 ans et demi. Mais je n'ai pas hésité à me rapprocher d'eux, parce que l'intérêt national l'exigeait, parce que la réconciliation nationale, nous ne pouvons la faire qu'ensemble. Et donc, je pense que cette posture, elle est désirée par de nombreux Ivoiriens. Et puis, je connais le pays. Depuis 30 ans, je suis dans la vie politique nationale. J'ai parcouru tout l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que, logiquement, cette posture, ses atouts, ses capacités sont aujourd'hui nécessaires pour permettre à la Côte d'Ivoire de repartir sur de nouvelles bases et de construire une nation fraternelle, une économie dynamique et puis des institutions fortes. En tout cas, les Ivoiriens trancheront en octobre prochain. Comment va le FPI? Nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous construisons avec les moyens de bord. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. C'est notre principal handicap. Mais malgré cela, nous maintenons, grâce à nos talents respectifs, de maintenir notre présence sur le chiquier, de préparer l'échéance électorale. Parce que dans cette compétition, c'est vrai que l'argent a une grande importance, mais les idées aussi. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir davantage d'idées. Or, ce sont les idées qui font évoluer le monde. Après la fronde de la dernière fois au Congrès, est-ce que le parti est désormais uni? Or, vous savez, en Côte d'Ivoire, ce qui est important, c'est la relation avec le peuple. Le projet dont on est porteur et son écho dans l'opinion. Parce que l'élite politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une élite éclatée. Voilà. Et une élite qui est aussi traversée par plusieurs courants, des gens qui sont plus souvent à la recherche d'intérêts personnels, des gens qui sont à un moment donné fatigués de mener la lutte et qui ont envie de s'arrêter, de capitaliser ce qu'ils ont pu accumuler. Et donc cela fait que vous ne pouvez pas, je dirais, éviter ces mouvements de cadres, et même au sein du PDCI, vous l'avez vu ces dernières semaines, des mouvements de cadres. Donc, mais vous voyez bien que ces mouvements n'ont véritablement aucun impact significatif. Enfin, il est dit de partir aujourd'hui avec une grosse partie de votre famille politique. C'est vos anciens amis, Dago Pierre et... Mais avec qui? Surtout si c'est pour rejoindre le RHDP. Je ne vois pas aujourd'hui... Aujourd'hui, l'opinion nationale est divisée en deux. Il y a ceux qui sont avec le RHDP et puis ceux qui pensent que le RHDP, après 15 ans, doit passer la main, que cela est suffisant, que le bilan n'est pas à la hauteur des attentes. Et cette appréciation, elle va au-delà
de l'opposition traditionnelle que nous connaissons depuis 2011 jusqu'en 2020. Donc, si vous rejoignez le RHDP, vous n'apportez rien. Voilà. Parce que ce n'est pas les personnalités qui comptent pour les Ivoiriens aujourd'hui. Ce qui compte pour les Ivoiriens sont les projets politiques. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour la santé, pour l'éducation, pour l'emploi des jeunes, pour la situation des femmes, pour le revenu des paysans? Donc, si vous rejoignez le RHDP, c'est-à-dire que vous alignez sur le bilan du RHDP. Vous allez assumer le bilan du RHDP. Donc, ce n'est pas cela que... En tout cas, il l'assume. Dago Pierre, c'est à votre place ici, la dernière fois, a assumé en tout cas de soutenir la candidature de... Oui, mais c'est son droit. Oui, c'est son droit. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que au sein du Front populaire ivoirien, il faisait partie les radicaux anti-RHDP. Alors, qu'est-ce qu'il a poussé ces dernières semaines? C'est le fait d'être devenu adjoint au maire de Big Togo. Et donc, la découverte de ce que représentent les intérêts matériels qui l'ont amené à changer. Mais cela montre bien aussi qu'il n'est pas crédible. Bien, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux où on vous voit pris à partie par un Ivoirien lors de votre arrivée à Paris. Comment avez-vous vécu tout ça? Que vous inspire cette séquence à quelques mois de l'élection présidentielle? Mais beaucoup d'inquiétudes, parce que je vois bien que le RHDP est dans une logique de violence. Et ce qui est préoccupant, c'est que ce sont eux qui sont au pouvoir. Et habituellement, ce sont les militants des partis d'opposition qui sont dans des logiques de confrontation. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, la presse, les menaces d'agression, d'assassinat émanent des militants du parti au pouvoir. Le parti lui-même a d'ailleurs été obligé de pondre un communiqué pour désavouer certains de ses comportements. Et cela est très inquiétant. Et je pense qu'il faut que les organisations internationales de défense des droits de l'homme, y compris même la Cour pénale internationale, s'intéressent de très près à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que les risques de violence, d'agression et de crimes, ces risques sont réels. Et donc je crois que d'après les informations que j'ai, une mission des Nations Unies sera en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. C'est déjà un bon signe, parce que ça veut dire que la communauté internationale commence à prendre conscience que le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire est un parti dangereux, qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité sous-régionale, et qu'il faut faire en sorte d'arrêter ce bras et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas la situation de violence qu'elle a vécue en 2020. Est-ce que vous craignez pour votre propre sécurité actuellement? Évidemment. Si on peut émettre ce genre de critiques, ça veut dire qu'on est capable. Et je suis persuadé qu'au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de la date des élections, les menaces seront de plus en plus vives. Les menaces d'agression. Et que certains n'hésiteraient même pas à commettre l'irréparable s'ils en avaient l'occasion. Et c'est pour cela aussi qu'il faut que toutes les organisations qui travaillent à la paix, à la sécurité, soient vigilantes sur le cas de la Côte d'Ivoire. Une dernière question d'actualité internationale. Une personne que vous connaissez très bien, Mohamed Bazoum, au Niger, est toujours retenu en captivité. Est-ce que vous souhaitez lui adresser un mot? Mais évidemment, nous nous sommes battus, nous nous battons ces derniers temps pour qu'il recouvre la liberté, parce que son cas, sa situation est un véritable drame, un drame humain par rapport à une personnalité de ce rang qui est maintenue otage avec son épouse dans un espace exigu depuis bientôt 2 ans. Nous considérons cela comme une grave violation des droits de l'homme, mais aussi pour le Niger, parce que Bazoum était en train de faire un travail immense pour consolider la démocratie au Niger, pour consolider la paix, pour juguler la menace terroriste. Malheureusement, ce coup d'État est venu remettre en cause tout ce processus et le Niger vit une situation difficile que nous condamnons. Et donc, il faut que les autorités nigériennes comprennent que le maintien en détention de Bazoum n'apporte aucune solution, que le Niger a besoin que Bazoum soit mis en liberté et qu'un processus de réconciliation se mette en place de manière à ce que les institutions légitimes puissent être mises en place pour conduire le destin du Niger. Donc nous appelons à la libération de Bazoum. C'est une urgence nationale, c'est une urgence internationale aussi. Merci beaucoup, Pascal Afin-N'Guessan. Merci d'avoir répondu à nous. Hatim, nous avons vu la sortie du Premier ministre Pascal Afin-N'Guessan.
Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi un point négatif. On va toucher le premier point qui est celui négatif. Voyez-vous, on connaît les grands partis par leur capacité d'analyser les événements du moment. Et c'est dans ça qu'on a vu que quand le PPACI a décidé de suspendre sa participation à la CEI, nous avons tout de suite vu le PDC-RDA répliquer de la même manière. Normalement, on s'attendait à quoi? Que le FPI fasse la même chose. Mais voilà que le président nous a dit quoi? Il nous a dit mercredi, seulement on saura ce qui va se passer. Bon, nous espérons quand même qu'il va le faire. En réalité, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'ils prennent la même décision. Surtout que le FPI fait partie d'une alliance où il y a le PDC-RDA et que le PDC est quand même le parti majoritaire, le plus grand dans tous les plans. Si le PDC part aux élections avec le FPI sera battu et ça, c'est pas un débat. Et donc, quand vous partez dans ce genre d'alliance avec celui qui a la tête, qui décide lui de manière claire, limpide, prendre position en disant on retire notre représentant et que vous commencez encore à réfléchir, ça laisse un peu croire que est-ce que Pascal Affi-N'Guessan a vraiment tiré les leçons du passé et est-ce qu'il est résolument tourné sur l'avenir et qu'il n'est pas en train de nous faire un jeu qu'on a déjà vu dans le passé. Quand ceci est dit, nous revenons donc sur les points positifs. Le président du FPI, le président Pascal Affi-N'Guessan, est clair depuis un bon moment. Les autorités qui sont là aujourd'hui ne veulent rien comprendre. Et la question n'est pas de, comme a dit Damana Djapikas, le problème n'est pas de se demander quand est-ce que l'opposition va agir. Est-ce que l'opposition va agir, je veux dire. La question c'est de se dire quand est-ce que l'opposition va agir. Parce que l'opposition agira d'une manière ou d'une autre. C'est inévitable. Avec tous les manquements de la CEI, c'est clair et net que l'opposition va agir. Ici, qu'est-ce que moi je suis en train de constater? Je constate une opposition où il y a quand même deux partis qui se démarquent de manière directe. Même si ces partis sont chacun dans sa position, même si ces partis ont décidé de suivre chacun une ligne idéologique différente, mais ils se suivent quand même dans les points les plus forts et les points les plus importants. C'est comme ça que tu comprends qu'il y a un rapprochement. Le PPACI quitte, le PDC-RDA quitte. Maintenant, dans 2 semaines, il y aura un comité central du PPACI. Et peut-être après ce comité central, le PPACI va certainement appeler les mobilisations directes. Et qui sait, peut-être quand le PPACI va lancer, le PDC aussi va empoigner le pas. Et ceci, on pourra donc assister à quelque chose d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Et c'est pour le bien de tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette appellation sera pour plusieurs options. Premièrement, la CEI, on n'est pas d'accord. Il faudra sortir pour le dire à Alassane Ouattara. Deuxièmement, non au 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara, vu que le 3e était déjà un mandat anticonstitutionnel. Le 3e, c'est demander que nos différents leaders soient mis sur les listes électorales. Ça ne sera pas un débat. Il faudra débattre sur ça. Ce sont donc des points les plus importants. Et nous, quand on se rend compte de que Pascal Affi-N'Guessan, quand les partis d'opposition décident de prendre une décision, lui, son parti politique est le dernier. Donc, on a envie de dire que si demain, on appelle pour les manifestations, voici une personne qui ne va pas appeler les gens de manière spontanée. Et ça laisse à réfléchir. Parce que c'est pas cool. La position du PPACI, suivie du PDC-RDA, devait être suivie par le FPI. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui nous prouve encore ici que le président Pascal Affi-N'Guessan, même s'il y a des points positifs dans tout ce qu'il a dit en attaquant le président Alassane Ouattara, le point négatif pour moi est plus fort.